Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Donc, nous continuons ces conférences d'un fauteuil de l'Académie des Beaux-Arts qui ont pour finalement première conséquence d'obliger mes chers consoeurs et confrères à se plonger dans leur fauteuil et découvrir des fois des architectes dont ils ignoraient même l'existence et des fois de trouver des parentés d'ailleurs très, très amusantes et très intéressantes. Alors là, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers de toutes les théories, notamment sur le fait que nous avons peut-être été des animaux dans des vies antérieures ou futures. Ce qui est certain, c'est que si cette théorie est vraie, Jacques Rougerie a été un castor, parce qu'incontestablement, il est doué pour construire des choses dans l'eau, sous l'eau, au-dessus de l'eau, et beaucoup plus. Voilà. Et je trouve que c'est particulièrement amusant et intéressant de le voir avec son prisme si personnel, comme ça, nous faire voyager dans son fauteuil et j'espère à la fin vous immerger dans ses projets personnels qui sont assez formidables. J'ajoute qu'en plus, cette section d'architecture est un rêve pour tout perpétuel normalement constitué, tellement elle est dynamique, curieuse, intéressante et solidaire. Donc, mon cher Jacques, je te laisse avec un grand plaisir la parole. Merci. Merci. Bonsoir. Alors, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Laurent, vous m'avez confié une tâche digne d'un marathon. Je vois car ce fauteuil numéro 1 porte bien le nom puisqu'il détient le record du nombre d'élus parmi les fauteuils de la section d'architecture. Même en condensant les éclats de mes 16 illustres prédécesseurs, vous avez vu l'émotion, mes amis, vous êtes nombreux, et ça me donne beaucoup d'émotion. Alors même en condensant les éclats de mes 16 illustres prédécesseurs, je crains que cette soirée ne se transforme en nuit blanche. Et donc, je vous pose la question, êtes-vous prêts? Alors, le Mérien que je suis vous invite à embarquer à bord d'un navire baptisé, architecte bien sûr, pour une longue traversée faite d'escales à la rencontre de mes prédécesseurs et de certaines de leurs œuvres. Mais cette traversée nous fera aussi affronter quelques tempêtes au cœur de la tumultueuse histoire de France de 1795 à nos jours. Et si je m'étais... Voilà. En me replongeant dans la mémoire de ce prestigieux fauteuil, j'ai ressenti une émotion singulière, celle de marcher dans les pas d'hommes qui, chacun à leur manière, ont rêvé d'un monde meilleur à travers l'histoire de l'architecture. J'ai choisi d'aborder cette traversée comme un voyage en 3 escales. La première, de 1795 à 1872, celle des architectes héritiers des Lumières qui ont donné à l'architecture sa dignité morale et sa valeur d'enseignement. La deuxième, de 1872 à 1954, celle des architectes du progrès, enfants de la révolution industrielle pour qui la pierre dialogue avec le métal. Enfin, de 1954 à nos jours, celle des architectes progressistes, où l'architecture s'ouvre au mouvement, à la lumière, à la nature, et maintenant, comme vous l'a dit le secrétaire perpétuel, à l'océan et à l'espace. La première escale, les architectes héritiers des Lumières, ce sont eux qui, de la fin du XVIIIe à la chute du Second Empire, ont donné à l'architecture française son langage moral, sa grandeur et son rôle civique. Lors de cette première escale, les architectes du fauteuil numéro 1 que nous allons apercevoir, Jacques Gondouin, Maximilien Joseph Hurtaud, Pierre-Jules de Lépine, Louis Hippolyte, ils avaient tous des doubles prénoms, Lebas
et Léon Vaudoyer. Ils partagent une conviction commune. L'architecture n'est pas seulement un art de bâtir, c'est un art de transmettre et d'éclairer. Ils incarnent aussi les tensions de leur temps, en tradition monarchique et esprit des Lumières. Si je devais fixer une date charnière, ce serait 1872. L'année d'avant, la France vivait la défaite, la chute du Second Empire, la Commune de Paris, chère à mon homologue, l'historien Jacques Rougerie, à la naissance de la Troisième République, le tournant d'un nouveau monde. Avant cette date, l'Académie des Beaux-Arts fut tour à tour royale, impériale, républicaine, changeante dans sa forme, constante dans sa mission, former des architectes au service de la grandeur de la France. Le premier titulaire du fauteuil numéro 1, Jacques Gondouin, élu en 1795, homme discret, fils du jardinier du roi Louis XV, il est remarqué très jeune pour la finesse de ses dessins. Ce talent le propulse dans les cercles des savants et des artistes. À Rome, il rencontre Piranès, dont l'influence restera décisive. Il en rapporte une fascination pour la géométrie. Puis, la Révolution. Comme beaucoup d'artistes du roi, Gondouin se retrouve du mauvais côté de l'histoire pour poursuivre. Il se fait passer pour jardinier. Une ruse qui lui sauva la vie avant qu'il ne retrouve son métier d'architecte sous Napoléon. Gondouin est un rationaliste. Son œuvre majeure, l'école de chirurgie, aujourd'hui la faculté de médecine, construite en 1774, marque une rupture fondamentale dans l'architecture française. Il abandonne les codes traditionnels pour adapter une esthétique nouvelle directement inspirée de l'Antiquité grecque et romaine, qui fait de lui l'un des précurseurs du néoclassicisme français, ouvrant la voie aux grandes réalisations de l'époque impériale. Avec la colonne Vendôme, réalisée par le fondeur Jean-Baptiste Launay, il célèbre les triomphes de l'Empire en faisant fondre les canons, rien que ça, prussiens, pour ériger, à la demande de Napoléon, un véritable symbole de victoire. Chez lui, la science et le pouvoir avancent de concert. Une tradition française est lancée. Après Gondouin, l'esprit des Lumières se prolonge avec Maximilien Joseph Hurtaud, deuxième élu en 1819, élève de Richard Mink, l'architecte de Marie-Antoinette. Il hérite du goût du site et de la proportion. Nommé architecte du château de Fontainebleau en 1810, il devient l'un des premiers véritables serviteurs du patrimoine. À Fontainebleau, il consolide, rénove, adapte, toujours avec respect. Dans un siècle de fracas, il agit en gardien. Pour Napoléon, à Fontainebleau comme à Saint-Cloud, en 1823, il remplace les rigueurs des jardins à la française par des jardins anglais romantiques, un changement de ton plus qu'un reniement. Hurtaud, plutôt d'un caractère énigmatique, dessine son propre tombeau où il repose au cimetière du Père-Lachaise. Sans le savoir, Hurtaud prépare l'idée moderne du patrimoine comme mémoire vivante. Avec Pierre-Jules de Lépine, troisième élu, en 1824, émerge une nouvelle figure, celle du pédagogue. Issu d'une lignée d'architectes depuis le XVIIe siècle, il relie la grande tradition classique à une pensée plus rationnelle. Dès 1800, il enseigne à l'école des Beaux-Arts, rare académicien sans prix de Rome, mais qu'importe, son atelier devient un vivier d'excellence, alignant des lauréats du prix de Rome
De Lépine réalisa quelques édifices à Paris, des hôtels particuliers rue Rivoli, le marché des Blancs-Manteaux en 1819, édifice aujourd'hui démoli. Il construit peu. Ce qu'il préférait, c'était l'enseignement. Son œuvre, ce sont tous ses élèves. Puis, Louis-Hippolyte Lebas, quatrième élu en 1825, formé à l'école des Beaux-Arts, nourri du néoclassicisme de la fin du XVIIIe, Lebas fait partie de ces architectes pour qui la pierre a une valeur morale. Nommé architecte de l'Institut en 1824, Lebas y réside avec sa famille jusqu'à sa mort. Il y réalise une nouvelle aile comprenant les salles de séance, leur donnant cette solennité et cette élégance que nous connaissons aujourd'hui. C'est ici qu'il a façonné le cadre de notre héritage commun. Alors, Lebas signe également deux œuvres majeures. Inaugurée en 1836, Notre-Dame de Lorette est un édifice inspiré des basiliques paléo-chrétiennes. Ces éléments décoratifs confiés à 26 artistes fait de cette église l'un des témoignages les plus éclatants du nouveau de l'art religieux. Quant à la prison de la Petite Roquette, aussi réalisée en 1836, il propose pour la première fois le système panoptique de Jérémie Bentham, une prison de forme hexagonale pouvant accueillir 500 détenus. Historien de l'architecture, pédagogue passionné, Lebas incarne une rare harmonie entre doctrine et humanisme. Quant à Léon Vaudoyer, cinquième élu en 1868, fils de l'architecte Antoine Vaudoyer, Grand Prix de Rome, il explore les architectures antiques, médiévales, byzantines et forge cette conviction. L'architecture est une langue aux multiples dialectes. Révélé par le tombeau du général Foy au Père-Lachaise, à partir de 1838, il est chargé d'un grand chantier qu'il poursuivra jusqu'à sa mort, l'agrandissement et la restauration du Conservatoire des Arts et Métiers. En 1852, il obtient la commande de la cathédrale de Marseille, la Major, où l'Occident et l'Orient semblent s'être donné rendez-vous sur le Vieux-Port. Pour évoquer le rôle historique de l'antique cité de la Méditerranée, il choisit un genre roman, dôme ovoïde sur la croisée et maçonnerie aux assises alternées. Cette cathédrale néo-byzantine rappelle qu'à travers les siècles, l'architecture française sait être universelle, en accueillant les influences du monde sans jamais renier ses racines. Nous quittons à présent le monde des architectes héritiers des Lumières pour mettre le cap vers la deuxième escale, celle des architectes du progrès. C'est une époque de bouleversement, la France se reconstruit, s'industrialise, s'urbanise. L'architecte doit désormais dialoguer avec la technique. On passe de la ville à la métropole, de la pierre au fer. C'est un siècle où tout s'accélère. Les villes grandissent, les expositions universelles célèbrent la science et les matériaux évoluent. Les architectes de cette deuxième escale, Théodore Balue, Honoré Domé, Édouard Poulain, Henri de Glane, Paul Bigot, Auguste Perret et Roger-Henri Espère incarnent cette bascule vers la modernité. Dans le Paris du Second Empire, celui des grandes avenues, des perspectives monumentales, Haussmann transforme la capitale. Il veut de l'air, de la clarté, de la fluidité dans la circulation. C'est le temps des grands chantiers
qui composent l'harmonie que nous connaissons aujourd'hui. Dans ce contexte s'impose Théodore Balue, 6e élu en 1872. Grand Prix de Rome formé entre la Villa Médicis, Athènes et l'atelier Lebas, Balue conjugue mémoire et technique. C'est un homme du juste équilibre entre tradition et innovation. Avec l'église de la Trinité, il marie gothique et la Renaissance. Il y introduit pour la première fois une structure métallique dissimulée derrière la pierre. Parmi ses réalisations à Paris, il se voit confier la restauration de la tour Saint-Jacques, de l'église Saint-Ambroise et de l'église Saint-Joseph. Puis vient l'un de ses chantiers majeurs, l'hôtel de Paris, l'hôtel de ville de Paris, après l'incendie de 1871. Balue remporte en 1873 le concours de reconstruction face à 66 concurrents. Il reprend le modèle Renaissance, mais il intègre tout ce que la modernité peut offrir, c'est-à-dire chauffage à vapeur, ascenseur, éclairage électrique. C'est un édifice à la fois symbole et manifeste. Vient ensuite Honoré Domé, 7e élu en 1885. Comme de l'Épine, il appartient à cette lignée d'architectes pour qui la transmission est essentielle. Pour lui, enseigner, c'est bâtir autrement. Le chantier devient un prolongement naturel du cours. Domé forme 9 Grands Prix de Rome. Pour lui, l'architecture ne se transmet pas seulement par les plans, mais par la patience du geste et de la fidélité à une idée. Deux de ces chantiers témoignent de cette double vocation. D'abord, la reconstruction du château de Chantilly en 1875 à 1882, aujourd'hui propriété de l'Institut de France, et le palais de justice de Paris, dont il supervise la construction, tenez-vous bien, pendant plus de 30 ans, de 1867 à 1899. Sur ces sites, il entraîne ses élèves, transformant le chantier en atelier. Arrive ensuite le 8e élu, Edmond Paulin, en 1912, peut-être celui qui a le plus persévéré parmi nous pour atteindre le Grand Prix de Rome. Il tenta le concours 8 fois avant d'être lauréat. Véritable compétiteur de la création, il ne se lâche jamais d'apprendre, d'expérimenter. Ses dessins d'une précision presque mathématique inspireront, dit-on, les arcades monumentales de la gare de Grand Central Terminal à New York. Rêveur et ingénieux, Paulin signe pour l'exposition universelle de 1900 de Paris une œuvre éphémère, le château d'eau du palais de l'électricité, une bizarrerie poétique où l'eau et la lumière dialoguent à travers 120 000 ampoules immergées, rien que ça. Puis vient Henri de Glane, 9e élu en 1918. Il incarne la génération du grand basculement, celle qui voit l'architecture passer de la pierre à la structure métallique. Il grandit dans un monde encore dominé par la tradition, mais il sent que la France entre dans l'ère industrielle. Pour l'exposition universelle de 1900, la capitale fait appel à de Glane, car il sait marier élégance classique et audace technique sans trahir ni l'une ni l'autre.
On lui confie la nef et la façade principale du Grand Palais, un chantier colossal, symbole de la modernité triomphante. Le chantier de cet immense vaisseau de verre et de fer est titanesque. 3400 pieux de chêne enfoncés dans les alluvions de la Seine, jour et nuit. Les marteaux à vapeur résonnent dans les quartiers, faisant trembler Paris. Les habitants se plaignent du vacarme. De Glane répond simplement « C'est pour la gloire de la France. » Et quelle gloire! Son Grand Palais est une cathédrale dédiée à la science, à la lumière et à l'art. À l'extérieur, la façade s'habille de pierres et de colonnes, rappelle à l'ordre classique. Quant à l'intérieur, l'acier et le verre se déploient comme un squelette gigantesque. C'est le mariage de la pierre et du métal, du passé et de l'avenir. Depuis mon lieu de travail sur la Seine, j'admire chaque jour ce chef-d'œuvre. En 2006, j'ai eu le privilège, lors de l'exposition « Les trésors engloutis » d'Alexandrie, d'exposer mon projet de musée d'archéologie sous la mer d'Alexandrie. Et une autre fois, tenez-vous bien, j'ai fait du ballon dirigeable à l'intérieur du Grand Palais. La vue sur la nef, je peux vous dire, puis sur la Seine et sur Paris, était tellement sublime que je ne voulais plus redescendre, bien sûr. Après de Glane, Paul Bigot, 10e élu en 1931, formé par Victor Lanoux, pape de la rigueur et de la symétrie, il remporte le Grand Prix de Rome et part à la Villa Médicis avec sa règle et son compas, tandis que Paris, la moderne, s'échauffe, les ingénieurs parlent fer, béton, rationalisme, Le Corbusier publie ses manifestes, Gropius prêche la fonction. Bigot observe ce monde nouveau avec un mélange de curiosité et d'ironie. Il aimait dire « On croit supprimer la bêtise en supprimant l'ornement ». Il consacra 30 ans de sa vie à sculpter une maquette de Rome à l'échelle 1/400e, 70 mètres carrés de temples, d'arènes, de thermes, de forums. Un travail évidemment titanesque. Ses étudiants racontaient qu'il parlait de sa maquette comme d'une amande. À 2 pas de la Sorbonne, il bâtit l'Institut d'art et d'archéologie. De 1925 à 1928, un temple de briques et de béton. Certains y voyaient une boîte de chocolat mauresque. Lui, il voyait un manifeste, le triomphe de la mémoire sur la mode. Lui succède un monstre sacré. L'architecte français Auguste Perret, 11e élu en 1943. Fils de tailleur de pierre, élève de Julien Gadet aux Beaux-Arts, il s'ennuie. Et très vite, il claque la porte sans diplôme. Pour un futur académicien, c'est au moins qu'on puisse dire, c'est un pied de nez. Mais son credo était clair. L'architecture est un art de la mesure où la structure visible et sincère devient l'ornement. Cette philosophie trouve son aboutissement dans le siège du Conseil économique et social. Ça ira mieux si je montre... voilà. Attendez, l'économique et social, voilà. Puis, en 1945, on confie à Perret la reconstruction du Havre, dévasté à 82% par la guerre. Sa mission, rebâtir une ville entière. Il dessine un urbanisme clair, lumineux, géométrique, une véritable symphonie de béton et de lumière où chaque immeuble, chaque rue semble respirer la rigueur et la sérénité. Dans cette ville meurtrie, il érige l'église Saint-Joseph,
Une immense flèche, lanterne de béton et de verre, visible depuis la mer. En 2005, Le Havre fut inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors le Mérien que je suis, commençant mes études d'architecture en 1964 à l'École des Beaux-Arts de Paris, n'a pas choisi par hasard l'atelier d'Auguste Perret, situé au bord de la Seine. Il n'était plus de ce monde, mais son esprit régnait encore à travers mon maître, Paul Mémon. Architecte futuriste, ancien élève de Perret, Mémon imaginait des villes verticales suspendues sur l'eau. Il m'a appris à oser, à ne jamais abandonner mes rêves d'architecte. Plus tard, il m'invita à devenir professeur d'architecture à ses côtés et à participer à plusieurs concours dans son agence perchée sur le toit du garage de la rue de Pontieux à Paris, un bâtiment signé Perret. Aujourd'hui, le testament spirituel de Perret vit aussi ici, au sein de l'Académie des Beaux-Arts qui abrite la Fondation Perret avec l'appartement. J'ai l'honneur d'être membre du conseil d'administration de la Fondation. Après ces 2 premières escales enrichissantes, des architectes héritiers des Lumières et des architectes du progrès, nous voici prêts à naviguer vers la 3e et dernière escale, celle des architectes progressistes, du fauteuil numéro 1. L'architecture française entre alors dans une ère, celle du mouvement, de la lumière et du vivant. Les architectes cherchent à habiter le monde autrement. Pour illustrer cette transition, Roger-Henri Espert, Charles Nicot, Jean Demaillet, Jacques Couel et André Wojcinski. 5 esprits différents, unis par un même souffle, celui de l'ouverture, de l'harmonie, de l'humanisme. Avec Roger-Henri Espert, 12e élu en 1954, s'ouvre un nouveau chapitre. Grand Prix de Rome, il hérite de la rigueur académique, mais l'enrichit d'une vision moderne. Il compose une modernité guidée par la géométrie, la lumière et le confort. L'historien Maurice Culot le surnomma le plus british des architectes français. Son immeuble de la rue Jacques-Callot de 1933 fut un temps occupé par l'école d'architecture où j'ai moi-même enseigné aux côtés de Michel Marot, un remarquable pédagogue, je peux vous dire, de l'architecture. Quant au groupe scolaire de 1934, Espert y intègre des courbes, clin d'œil à l'architecture navale qui lui était chère. Adepte de la pluridisciplinarité, il réunit autour de lui décorateurs, sculpteurs et ingénieurs. De ce dialogue naît une œuvre d'art. Le paquebot Normandie, à travers ses salons, ses jardins d'hiver, ses salles de spectacle, incarne l'âge d'or de l'art déco maritime. Ayant moi-même été confronté à cet exercice en dessinant les salons sous-marins Blouaille pour les navires du Ponant, je peux vous dire que concevoir les espaces d'un paquebot exige un autre imaginaire. Alors, lors de l'exposition coloniale en 1937, Espert y apporte sa touche personnelle, les bassins et fontaines du Trocadéro. Avec Charles-Henri Nicot, 13e élu en 1956, la section d'architecture découvre une nouvelle figure, celle de l'urbanisme. Perret, déjà avec Le Havre, avait ouvert la voie de l'urbanisme moderne. À Blois, en 1943,
Ces projets témoignent d'un art subtil, ordonné, sans rigidité, réinventé sans s'effacer. Nico est l'homme de la recomposition spatiale. Il conçoit la reconstruction de nombreuses villes dans l'Oise et le Pas-de-Calais, redonnant forme et cohérence dans des territoires dévastés. Il imagine aussi une esthétique du plan où la géométrie se marie à l'esprit des lieux. À Combault-les-Bains, il signe l'hôtel Majestic où s'exprime la volonté de concilier l'élégance classique et la douceur du paysage. On retrouve ensuite Jean de Mailly, 14e élu en 1968. Il a connu la guerre, la captivité, architecte en chef des bâtiments civils et urbaniste. Son élection marque un tournant. L'Académie s'ouvre aux hauts fonctionnaires. En 1952, la France se relève. 3 architectes Grand Prix de Rome, de Mailly, Camelot et Zerflus conçoivent en 1958 un équipement majeur de l'après-guerre, le CNIT, en collaboration avec les ingénieurs Jean Prouvé et Nicolas Esquilan. Construit en double coque en voile mince de béton armé sur 3 appuis, le CNIT libère un immense volume intérieur, une véritable nef monumentale. Lorsqu'André Malraux découvre le bâtiment, il s'exclama « Depuis les cathédrales gothiques, rien de semblable ». Lors du Salon nautique de Paris en 1977, j'ai eu le privilège d'y exposer ma première maison sous-marine Galatée avant les essais de mise à l'eau et son départ pour le Japon. Par la suite, de Mailly réalise en 1967 la première grande tour moderne de la Défense, la Tour Nobel, en collaboration avec le visionnaire Jean Prouvé, dont j'ai aussi été l'élève aux arts et métiers. C'est lui qui m'a appris que la matière n'est jamais une contrainte lorsqu'elle est comprise. Quant à Jacques Couel, 15e élu en 1976, il m'a transmis une idée essentielle durant mes études. L'architecture n'est pas seulement un abri, mais une expérience sensible du monde. Hop, j'ai un peu zappé, malheureusement. C'est l'émotion, je le dis. Voilà, donc, poète, dans l'âme, humaniste, amoureux de la nature, Couel sculpte la terre comme un artisan sculpte le marbre. Il modèle le béton, fait naître la maison paysage. Chaque maison semble avoir germé du sol lui-même, comme si la nature l'avait façonné avant l'homme. En 1945, il fonde le Centre de recherche des structures naturelles. C'est l'aube de la bionique architecturale. Fini les murs plats, place aux formes vivantes, disait-il. Ces réalisations comme Port-la-Galère dialoguent sans heurts avec la courbe, la lumière, la matière. André Wozinski dira de lui qu'Ouel ne construit pas des maisons, il invente des milieux de vie. Quant à André Wozinski, 16e élu, en 1998, il fut l'un des plus fidèles disciples de Le Corbusier pendant 20 ans. Il participa au Modulor, de la Cité radieuse à la Tourelle, à Firminy. Puis un jour, il quitte le nid. En 1956, et crée sa propre agence. Il reste fidèle à l'esprit corbuséen. Avec sa femme, la sculptrice Martha Pan, il forme un duo fusionnel. Lui trace, elle modèle. Lui structure, elle adoucit. Wozinski aimait dire « voir des hommes avant de voir des formes ». L'architecture, pour lui, n'était pas un geste d'ego, mais une éthique. En 1952, il construit leur maison atelier à Saint-Rémy-les-Chevreuses et en 1967, la Maison de la Culture de Grenoble.
Wojcinski n'imposait pas ses bâtiments à la nature, il composait avec elle. En 1968, il réalise le ministère de la Défense à Beyrouth, un complexe composé de différents bâtiments prolongés par un bassin, un mur sculpté de martapan. Après Wojcinski, me voici. Me voici le 17e titulaire du fauteuil numéro 1. Je m'inscris humblement dans cette filiation à travers cette chaîne de pensée. Mon regard s'enracine dans la tradition de mes prédécesseurs, mais se projette vers d'autres horizons où l'architecture terrestre, avec la mer, le monde sous-marin et l'espace se répondent. L'instant que vous allez découvrir fut un des moments les plus forts de ma vie, hors du temps, de fierté, de bonheur, de partage avec celles et ceux qui ont permis que l'architecte que je suis soit nommé au fauteuil numéro 1 le 25 juin 2008. Au préalable, je vous dois un aveu. Malgré les apparences et mon bel habit vert, je suis un mammifère marin, habitué à vivre dans l'eau. À l'extérieur, je deviens vulnérable et mon souffle s'essouffle. Le mammifère marin plongera-t-il désormais avec des palmes académiques? Le rebelle a rendu les armes, mais il a gardé l'épée. Si l'architecte est un artiste, comme vous en défendez l'idée, alors jamais artiste n'aura plié sur le poids de tant de responsabilités. De la réussite de son œuvre dépendent des destins. De sa démarche visionnaire jaillira, ou non, le développement évident d'une société, son bonheur et ou son malheur. Je suis persuadé que c'est de l'océan que naîtra le destin des civilisations à venir. Une architecture dénuée d'humanisme est une architecture vaine. Si la forme architecturale marque un moment d'histoire, elle se doit aussi d'être pérenne et porteuse d'un rêve futur. Fasciné, vous l'avez compris, depuis ma plus tendre enfance par les aventures humaines sous la mer et dans l'espace, à la fin de mes études d'architecture en 1972, j'ai choisi de m'engager vers des architectures biomorphiques, marines, sous-marines, spatiales et bien sûr terrestres. Mes premiers dessins d'habitats sous-marins sont fondés sur une approche à la fois bio-inspirée et visionnaire. L'architecture sous-marine se conçoit à partir des contraintes physiques et humaines d'un environnement absolument totalement différent du monde terrestre, poussée d'Archimède, pression, espace en 3 dimensions, mode de vie en saturation et beaucoup d'autres choses. Après de nombreuses recherches, celles-ci ont abouti en 1974 à la conception d'un village suspendu sous la mer au large des îles Vierges par moins 35 mètres de profondeur, prévu pour 250 personnes, scientifiques, aquaculteurs, plongeurs. Ces structures étaient également conçues comme centre d'entraînement pour les astronautes afin d'étudier les conditions et les similitudes de vie en milieu extrême, sous la mer et dans l'espace, isolement, confinement, solidarité, mais aussi par les passerelles qu'ouvrent les recherches scientifiques et technologiques entre ces deux milieux. C'est cette démarche qui m'a conduit la même année à fonder le Centre d'architecture de la mer et de l'espace autour d'une équipe pluridisciplinaire. Après plusieurs années de recherche, jusqu'en 1977, j'ai réalisé enfin mon rêve d'enfant, ma première maison sous-marine, Galatée, accueillant 4 plongeurs pour différentes expériences. Sa structure en acier, composée de cônes et de cylindres, encerclée de dômes en polycarbonate de 2 mètres de diamètre, offrant un panorama saisissant sur le monde sous-marin. Puis, de 1977 à 2021, ont été construits plusieurs vaisseaux semi-submersibles, entre autres Aquascope et Aquaspace, et aussi des habitats subaquatiques, hippocampes, Océan Observer, Aquabulle, que j'ai
souvent expérimentées sur de longues durées sous la mer. Sous l'eau, comme dans l'espace, nos 5 sens se réinventent, nos repères s'effacent, l'imaginaire s'ouvre à de nouveaux horizons. Vous ne pouvez pas imaginer un instant le bonheur que c'est de vivre sous la mer. C'est une autre manière d'habiter le monde. Mais au-delà de la mer, je rêve de l'espace. J'ai aussi dessiné ce village lunaire conçu pour une communauté internationale d'environ 120 astronautes pour des séjours de longue durée. L'architecture sera réalisée à partir de négolithes lunaires imprimés à partir d'une imprimante 3D. Parallèlement, avec Sophie, mon épouse architecte, nous réalisons dans notre agence Rougerie Tangram des architectures bio-inspirées, terrestres, souvent et très souvent en résonance avec l'eau, comme les musées de la mer, Océanopolis à Brest, Nausicaa Boulogne-sur-Mer, Faré Natura en Polynésie, inspirés des cultures océaniennes, ou encore le pavillon de la mer de Kobe au Japon. Notre démarche s'est aussi étendue vers d'autres horizons. L'aéroport de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, qui allie modernité et identité kanak, et le futur terminal privé en Basse-Terre de Miami, prévu en 2029, dont les lignes s'inspirent à la fois du vol d'un oiseau et de la silhouette du Concorde. À Marne-la-Vallée, l'Institut francilien d'informatique a été conçu comme un vaisseau de verre et d'acier aux façades fluides, ouvertes sur la lumière et le savoir. Avec mon confrère Alain Charles et ami Alain Charles Perrault, nous avons également redonné vie à la piscine Art Déco Molitor, joyau du patrimoine parisien. Ce fut vraiment une très très belle collaboration, Alain Charles, et je t'en remercie. Plus récemment, la Marina olympique de Marseille, réalisée pour les Jeux de Paris 2024, illustre la volonté de réconcilier la ville à la mer. Ce projet, à la fois sportif et urbain, symbole la modernisation du littoral de Marseille. Et bientôt, j'espère, depuis tant d'années, réaliser le vaisseau d'exploration semi-submersible Sea Orbiter, une station internationale de recherche océanique mobile, l'équivalent de la station spatiale internationale, l'ISS, haute de 58 mètres avec une coque en aluminium. Elle comprendra à moins 12 mètres une base vie sous-marine de 30 mètres de diamètre capable d'accueillir 24 personnes. Tout cet imaginaire, ces recherches et ces réalisations m'ont convaincu que, face aux grands défis de notre époque, nous ne devons pas céder au pessimisme, à la peur des changements climatiques, mutations sociales, intelligence artificielle. Il faut y répondre avec discernement, passion et audace. Inventer les cadres de vie de demain exige une vision qui dépasse les frontières et une imagination nourrie de la beauté du vivant. C'est cette conviction qui m'a conduit en 2009 à créer la Fondation Jacques Rougerie au sein de l'Académie des Beaux-Arts. Aujourd'hui, elle rayonne dans plus de 150 pays et rassemble plus de 15 000 jeunes talents à travers ses concours internationaux d'architecture et d'innovation. Nos juniors ambassadeurs présents sur les 5 continents collaborent avec des architectes, ingénieurs, artistes et chercheurs. Ensemble, ils conjuguent art, science, technologie en lien avec la nature. Guidés par l'enthousiasme et la créativité, ils imaginent des solutions architecturales concrètes, prospectives, audacieuses et poétiques, capables de réenchanter durablement nos cadres de vie et de façonner les civilisations de demain. Et qui sait,
Et qui sait, parmi les lauréats de la Fondation se cache peut-être le futur 18e titulaire. Mais j'ai encore le temps. Le fauteuil numéro 1 n'est pas un trône, c'est un horizon. De Gondouin à aujourd'hui, de la Terre à l'océan jusqu'à l'espace, une même énergie traverse les époques, celle de la curiosité, de l'imaginaire et de l'engagement. Après cette longue navigation à travers l'histoire du fauteuil numéro 1, continuons ensemble à rêver, à inventer les chemins des possibles. Je vous remercie pour votre écoute. D'abord, un grand merci, cher Jacques. Je dois avouer qu'on est tous très impatients de ce Sea Orbiter et de savoir que récemment, son futur a l'air de se garantir. J'imagine qu'avec tous ces projets sur la mer, sur l'espace, il doit y avoir un certain nombre de questions. Profitez-en. Vous savez, je vous rappelle cette histoire du rabbin qui se lamentait, se promenant, en disant « Vous n'avez pas une question, j'ai toutes les réponses ». Donc, vous avez un petit bouton sur le côté, éventuellement pour parler, sur le micro, si je ne me trompe. Hein? Alors, j'essaye de voir d'ici. Ne soyez pas intimidés, hein? C'est un garçon qui... Il a l'air comme ça. Non, d'ailleurs, il n'a pas l'air comme ça. Il est absolument adorable. Pour lancer la chose, moi, je vais te poser une question. Comment tu as vécu le fait d'avoir été, pendant toute une période, considéré comme un rêveur magnifique, et dont finalement on s'aperçoit que tout un ensemble d'alertes qu'il donnait se sont réalisées, et dont finalement le rêve devient réalité. Comment s'est passé ce passage ? Alors oui, en effet, en toute humilité, c'est vrai que dans les années 70, et il y en a un ici qui est bien placé pour le savoir, c'est Francis Solaire, qui a été un des seuls, je dois dire, architectes qui ont cru dans les projets que je préconisais. C'est vrai qu'on me prenait pour un rêveur. Au bout d'un moment, c'était agaçant parce que ça donnait une connotation négative et quelqu'un qui n'a pas le sens des réalités. Et je crois en toute humilité que j'ai plus que le sens des réalités. Je suis un rêveur pragmatique. Je suis un rêveur extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que d'avoir des rêves pour des rêves, ça n'a jamais été dans ma conception de ce que j'avais envie de faire en architecture. Donc c'était vraiment réaliser ses rêves, se donner les moyens. Et aujourd'hui, alors, si vous me dites que je suis un rêveur, c'est un des plus beaux compliments que vous puissiez me faire. Alors comment s'est fait cette bascule ? Eh bien, c'est fait avec ce que vous voyez. C'est-à-dire, il faut avoir la patience, il faut attendre, peut-être qu'on se trompe, parce que je ne suis pas un ayatollah, je n'ai pas une doctrine sur ces problèmes architecturaux liés à l'espace, au monde sous-marin. Je n'ai pas forcément la bonne vision. Mais avec la patience, avec l'engagement, avec les réseaux, parce que quand vous avez une belle idée, il ne faut jamais croire qu'on est les premiers à la boire. D'abord Cousteau, j'ai eu la chance de rencontrer Cousteau, d'être à bord de la Calypso, donc de participer modestement à cette grande aventure de Cousteau, et qui avait fait, lui, les premières maisons sous-marines. Donc ça existait déjà. Je ne suis pas l'architecte des premières maisons sous-marines. À l'heure actuelle, il existe 35 maisons sous-marines qui ont vu le jour. Voilà, donc ça se bâtit progressivement. Et puis, quand on parlait d'environnement, l'écologie, c'est un mot qui n'existait pas. Le biomimétisme, comme je vous l'ai dit, le mot n'existait pas, n'était pas au dictionnaire. Et progressivement, voilà, vous entourez à travers le monde d'hommes et des femmes qui ont la même perception, la même vision que vous du monde qui change, et avec ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire tous ces titulaires, ces 16 titulaires
eh ben, il y a une progression de cheminement de comment se bâtit le monde, comment se bâtissent les civilisations, les cultures. Et voilà, donc ça se bâtit progressivement avec l'âge. Mais c'est vrai qu'il y a très très peu de temps, depuis très peu de temps, on parle d'abord d'écologie. Avant, bon, il y avait les babacools. Ça m'énervait parce que j'ai jamais été babacool. Mais dès que je parlais environnement, tout de suite, c'était la connotation. Donc les politiques ne vous écoutez pas. À l'heure actuelle, c'est l'inverse. Les politiques, même si l'action n'est pas suffisante, j'en conviens, mais quand on voit ce qui s'est passé à l'UNOC, à Nice, le Congrès mondial des Nations Unies sur les océans, ça bouge. Donc le monde bouge énormément. Et avec le beau côté qu'il faut voir de l'IA, eh ben, il va y avoir une accélération phénoménale. Donc, si on regarde derrière, il y a 10 ans, c'était hier, il y a une progression, mais on ne se rend pas compte. Il y a 10 ans, on parlait quasiment pas de la mer, sauf les passionnés, les amoureux de la mer. Mais dans le monde politique, dans le monde industriel, c'était un monde inaccessible. Alors précisément, merci pour votre présentation, monsieur. Moi, je voulais savoir simplement si les réalisations comme Galatée, Aquascope se visitaient encore. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être abordable par le grand public ? Parce que j'ai bien compris que c'était des scientifiques. Oui. Alors attention, Aquascope, c'est des vaisseaux semi-submersibles. C'est pour les scientifiques, j'en ai fait 27 d'Aquascope, donc ce trimaran semi-submersible comme un hélicoptère pour aller voir le monde sous-marin. Donc c'était soit pour la recherche, mais énormément pour le tourisme, découvrir ou l'éclave de mer à Port-Cros en Méditerranée pour que les enfants comprennent ce que représente l'océan, comment il faut le protéger, la biodiversité. Donc ce sont des outils pédagogiques. L'Aquaspace, c'était... J'ai cassé ma tirelire un peu violemment. C'était un vaisseau avec lequel j'ai traversé plusieurs fois l'Atlantique pour aller voir, parce qu'un autre de mes rêves, je ne vous dirai pas tous mes rêves, c'était d'aller voir les baleines en plein milieu de l'Atlantique. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le chant des baleines. C'est un moment d'émotion. On l'a partagé avec monsieur le secrétaire perpétuel sous la coupole. Je peux vous dire qu'il s'en souvient et on s'en souvient tous. Et moi, j'ai eu la chance plusieurs fois de goûter en vrai, enfin directement. Voilà, donc je m'étais fait ce bateau, pareil, semi-submersible, d'être sous l'eau en permanence, c'est quelque chose qui est difficile à dire comme émotion. C'est un autre monde totalement différent. Alors, pour revenir à votre question de la deuxième partie, c'est-à-dire les maisons sous-marines, c'est uniquement pour la recherche scientifique et puis surtout pour... la comparaison des similitudes, comme j'ai essayé de vous expliquer, entre le monde de l'espace et le monde sous-marin, d'où j'ai eu la chance de participer à de nombreuses expériences de maisons sous-marines sur des très longues durées avec les Américains, et notamment avec la NASA, en battant les records du monde. J'ai vécu 71 jours sous la mer, donc dans une maison sous-marine, Nemo Aquarius. Voilà. C'est essentiellement pour la recherche, pour l'instant. Merci. Mais pour la plongeuse que je suis, j'aurais aimé avoir une expérience un petit peu plus longue que seulement 1 heure de plongée sous la mer. Vous êtes où? Je ne vois pas. Vous pouvez lever la main? Ah, pardon. Bravo. Oui, je disais qu'étant plongeuse sous-marine, j'aurais aimé prolonger mon expérience de plus d'1 heure sous la mer dans l'une de vos constructions. Peut-être pas pour y passer 71 jours comme vous, mais bon, peut-être 1 ou 2 jours, à titre expérimental. Ah oui, non, mais écoutez, on ne sait jamais, peut-être que vous viendrez dans Sea Orbiter, puisque c'est un vaisseau qui est fait pour explorer les océans dans des dérives océaniques comme le Gulf Stream, c'est-à-dire c'est comme la station ISS, je disais, c'est une base vie à moins de 12 mètres de profondeur, où en saturation, ça veut dire que la pression interne est équilibré par rapport à la pression externe, et ce qui nous permet, c'est ça la magie d'une maison sous-marine, c'est pas de rester enfermé dans une maison sous-marine, c'est de pouvoir sortir autant de fois qu'on veut sous la mer, mais on ne remonte pas, sauf quand on a fini la procédure
d'expédition, on ne remonte pas à la surface, on reste toujours sous l'eau et en dessous de la maison. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est des moments uniques de vie. Voilà, comme un astronaute vous dira, demandez à Claudie Agnuret, je peux vous dire que quand elle parle de l'espace, c'est difficile à exprimer ce qu'on ressent et ce que ça dégage dans votre imaginaire. Et vous voyez, vous avez une autre perception du monde. Il y a une bascule qui se fait, comme les musiciens, comme toute personne qui est engagée très fortement dans une discipline, dans une passion, fortement vit en parallèle de beaucoup de gens. Merci. Oui, je voudrais savoir comment un homme aussi brillant et attaché à la communication, au contact avec les autres, ne rêve que d'une chose, d'être tout seul au fond de l'eau. Tu peux parler là-bas si tu veux. Attends, avec la plongée, j'ai une belle excuse, je n'ai pas entendu la fin de sa phrase. Je suis un peu... Les oreilles ont été esquintées. Non, je voulais dire comment concilier une vie de communicant ouais. avec un rêve absolu d'être seul au fond de l'eau. Mais alors ça dépend dans quel sens on le prend, avec ironie ou pas. Non, d'abord, non, sérieusement, dans tous ces programmes, c'est comme l'espace. Il y a beaucoup de, vous pouvez voir Thomas Pesquet, il y a beaucoup de programmes éducatifs, c'est-à-dire qu'on est en relation avec des écoles, avec des centres de recherche. On est constamment en relation avec le monde extérieur, avec notre famille. Voilà, on n'est pas isolé 24 heures sur 24. D'abord, on est en communication perpétuelle avec Mission Contrôle. C'est exactement la même chose avec la NASA ou les Russes. C'est-à-dire, il y a un contrôle 24 heures sur 24. Pour 6 personnes qui vivent dans une maison sous-marine, vous avez 50 personnes en surface, 24 heures sur 24, qui sont là pour que tout se passe bien. Et donc ces personnes, suivant le programme que vous avez de la journée ou sur toute la durée de l'expérience, vous êtes soit en communication, vous faites beaucoup de tests médicaux, donc vous êtes en relation avec des médecins, des chirurgiens, vous avez de la télémédecine. Quand vous avez des programmes éducatifs, c'est ce que j'ai dit avec les écoles. Donc c'est non-stop, non-stop. On n'arrête pas. Donc on est tout le temps en communication. J'ai bien répondu, Alain Charles? Tout d'abord, merci Jacques pour ta présentation. Moi, j'ai découvert plein de choses, plein de gens et d'architectes que je ne connaissais pas, au moins 11 ou 12 sur 16 ou 17 que vous êtes. Et c'est plus une remarque, d'ailleurs, qu'une question que je vais faire. C'est que quand on voit les architectes qui t'ont précédé, plus les œuvres qu'ils ont fabriquées, à l'exception, en gros, de Marseille et du Havre, tout est parisien. Tous les bâtiments les plus importants sont parisiens. Ils sont tous parisiens et sont tous des Grands Prix de Rome, presque. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une capture comme ça, tu vois, du monde parisien sur ces architectes du Grand Prix de Rome? Est-ce que c'est comme ça dans sur tous les autres fauteuils ou même dans toutes les autres sections? La question s'adresse presque au perpétuel, parce que c'est quand même bizarre. C'est très intéressant de ce que tu as montré. Non, mais alors, absolument. Avec Sophie, on en a parlé en faisant se dérouler. C'est vrai, c'est ce qui nous a frappé. Les architectes. On a l'impression qu'on ne peut pas être académicien si on n'est pas parisien, quoi. Jusqu'après, même Perret. Enfin, Perret, bien sûr, il y a eu le Havre. Mais très très peu d'architectes qui ont été élus à l'Académie ont œuvré en province ou à l'étranger, sauf les derniers temps, Wozinski. Voilà, c'est... Non, c'est... Alors évidemment, il faut défendre l'Académie devant cette attaque absolument ignoble.
D'abord, il faut rappeler que l'architecture avait, et là je parle sous le contrôle de mes amis, une chose qui a faussé, si je puis dire un peu la fausse, c'est que les Grands Prix de Rome avaient la garantie d'avoir les grandes commandes nationales. Donc, bien évidemment, ça faussait la chose. Mais si vous regardez maintenant, pour beaucoup de nos architectes qui sont actuellement dans la section, bon nombre de leurs principales réalisations les plus notables ne sont pas forcément ni parisiennes, ni même françaises. Hein, que ce soit l'opéra sublime de Paul Andreu, dans lequel j'ai dirigé plusieurs fois, qui est un des plus beaux opéras du monde, ou l'université féminine à Séoul qu'a fait Dominique Perrault, etc. Enfin, bon, donc il y a cette première chose, et on la retrouve franchement de plus en plus dans tous les arts maintenant, que vous regardez Ernest Pignon-Ernest, il est niçois, et alors je peux commencer à vous les dire, Heureusement, ça s'ouvre énormément. Il se trouve aussi que Paris est la capitale des arts, que nous le voulions ou non, et que donc forcément, il y a quelque chose qui attire. Mais quand même le plus important au milieu de tout ça, c'est comment vivent les gens, où ils vont. Et puis, je vous dirais que, très sincèrement aussi, un dernier point par rapport à ce qu'on vient de voir, que vous n'avez pas souligné, mon cher. Il n'y a pas une femme. Oui, oui. J'ai été... élu secrétaire perpétuel déjà quand même, oui. Bon, donc en 2017, à l'époque, il y avait 4 femmes à l'Académie des Beaux-Arts. Depuis que je suis secrétaire perpétuel, nous avons fait 27 élections, 14 hommes et 13 femmes. Ça risque peut-être même d'être inversé dans quelques semaines. Donc ça prouve que tout ça évolue l'un comme l'autre, et que nous voulons avant tout être une académie curieuse et ouverte, et sincèrement, avec en plus des idées qui sont complètement différentes. Regardez, sous la coupole, nous allons recevoir, c'est après-demain, Tania Moureau, magnifique peintre, que nous avons élue alors qu'elle venait juste d'être octogénaire, et nous avons élu pas si longtemps avant Catherine Meurice, qui avait 39 ans. Donc, pas de problème de savoir ni l'âge ni la structure. Nous avons de plus en plus de gens qui n'ont pas forcément suivi les canevas traditionnels. L'important, et ce qui est surtout essentiel, vous voyez, quand je regardais ce qui s'est passé, moi je suis arrivé à l'Académie en 1994, les 2 derniers architectes avant toi, je ne les ai jamais vus. Je ne les ai jamais connus en séance. Eh bien, ça, c'est fini maintenant. Les académiciens viennent et ils travaillent. Parce que c'est ça qui les intéresse, parce qu'on est là pour communiquer et parce qu'ils savent en plus que s'ils ne viennent pas, je les frappe avec une violence horrible. Alors, vraiment, un grand merci, un grand bravo à Jacques, c'est formidable. Hein ? Et puis... vous dire que la prochaine conférence, eh bien, ce sont nos amis Poirier, c'est donc la sculpture qui sera représentée, et vous verrez, c'est passionnant. Et alors ces 2-là, c'est des beaux fûts furieux, croyez-moi. Merci et bonne soirée.